À suivre désormais tous les jeudis de 15 à 16 heures, valeur ajoutée. Pour vous aider à mieux comprendre et à décrypter les principaux événements de l'actualité économique, Khadifal Koulibaly vous donne rendez-vous tous les jeudis de 15 à 16 heures dans Valeur ajoutée. Le budget du Sénégal, la stratégie d'endettement de l'État et le PSE. Informez-vous sur tout cela en suivant votre émission Valeur ajoutée. KFC reçoit le ministre délégué chargé du budget, Mohamedou Mokhtar Cissé. C'est ce jeudi de 15h à 16h sur Radio Sénégal International, 92.5 FM. Concept et rouage de l'économie, analyse et projection, monnaie, investissement, production, distribution, consommation. L'économie a désormais son espace radiophonique Valeur ajoutée. Tous les jeudis de 15 à 16h, KFC sur Radio Sénégal International 92.5, c'est Valeur ajoutée. Et nous revoilà à un nouveau numéro de Valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Le magazine de vulgarisation économique. Valeur ajoutée, une émission réalisée et présentée par Khadifal Koulibaly. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue. Valeur ajoutée à l'honneur et le plaisir de recevoir le ministre délégué chargé du budget, M. Mohamedou Mokhtar Cissé. Bonjour. Je vous salue, vous remercie de cette invitation qui nous permet de mettre l'information économique et financière à la disposition des professionnels de l'information que vous êtes, pour que vous puissiez la relayer suivant votre grille de lecture, suivant votre propre analyse au public. Et ça, c'est un travail important. J'estime que si le débat devient de plus en plus économique, le Sénégal aura beaucoup à y gagner. Le problème dans notre pays, on dira que c'est le problème de la pauvreté, c'est le problème de l'emploi, c'est le vécu des Sénégalais, c'est le niveau de vie des populations. Donc c'est une problématique économique. C'est l'économie qui polarise tout et tous les phénomènes sociaux que nous vivons peuvent devenir des phénomènes politiques. C'est ça qui fait que certainement que le débat politique absorbe l'autre débat. Mais le problème, il est fondamentalement politique dans notre pays. D'emblée, la première question, quel est l'état des lieux de la pauvreté au Sénégal? Le Sénégal, je ne répète pas, nous ne sommes pas dans un amphithéâtre, c'est une discussion entre professionnels, mais il faut qu'on rappelle les fondamentaux. Nous sommes un pays avec un niveau de pauvreté très élevé, parce que malgré tous les efforts qui ont été faits à travers les différentes politiques économiques qui ont été mises en œuvre, parlons pas depuis l'indépendance des programmes d'ajustement structurel que vous avez connus avec le Fonds monétaire jusqu'à la dévaluation en 1995, mais après cela on a eu surtout les documents de stratégie de réduction de la pauvreté 1 et 2. Nous sommes un pays pauvre, il faut le dire comme ça, avec une population extrêmement jeune, avec un niveau de production de richesse qui est très faible. Si vous faites la comparaison par rapport à la date de notre indépendance, vous avez des chiffres d'ailleurs qui peuvent vous affoler, parce qu'en 1960, le PIB par tête du Sénégal était à $630. C'est ça qui nous rapprochait de la Corée, pays avec lequel la comparaison est souvent établie. La dernière fois, au cours d'un débat, je disais que comparaison n'est pas raison. Parce que je peux le citer, c'est avec bonheur et honneur que je le cite. J'ai eu à discuter avec l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum, dans mon bureau d'ailleurs. Il m'avait fait l'honneur et l'amitié d'une visite de courtoisie. Il était venu en pèlerinage dans son ancien bureau. Il me disait que souvent on compare le Sénégal à la Corée, mais c'est une mauvaise comparaison. Parce que si c'est vrai en termes quantitatifs, en termes qualitatifs, la Corée était en avance sur le Sénégal parce qu'elle avait un niveau de développement du capital humain beaucoup plus élevé. Et vous savez, la problématique du développement tourne autour de la qualité des ressources humaines, autour du capital humain. Et la Corée avait la chance d'avoir un capital humain extrêmement développé qui lui a permis, dès que les politiques publiques vertueuses ont été mises en œuvre, de décoller très rapidement et sur une durée relativement rapide de 20 ans. Mais ce qu'on oublie de dire également sur la Corée, parce que c'est l'exemple qui revient souvent, c'est que le professeur Alimbaï l'a répété au cours d'un débat, de participer à ce débat avec lui, celui qui a permis à la Corée de décoller, sa femme a fini assassinée dans un attentat et lui-même il a fini par être tué. Donc ça veut dire qu'il n'était pas populaire. C'est l'histoire qui lui rend hommage. Mais au moment où il mettait en place cette politique,
Il était très très loin d'être populaire. Et si la Corée est une démocratie à l'époque, c'est sûr qu'il n'aurait fait qu'un seul mandat. Parce qu'il a fait l'objet de plusieurs attaques, d'attentats. Son épouse a été tuée dans un attentat, c'est vous dire. Et pourtant, aujourd'hui, la Corée lui rend hommage et c'est sa fille qui a été élue présidente de Corée. Donc c'est l'histoire qui rend hommage aux hommes politiques, aux grands hommes politiques, c'est l'histoire qui leur rend hommage. C'est difficile d'avoir raison au moment où vous agissez, parce que les réformes sont souvent douloureuses, qui permettent d'avoir le résultat, et ces réformes, parce qu'elles sont douloureuses, elles sont impopulaires. Donc il faut avoir le courage d'oser les réformes. Mais justement, l'honneur d'un gouvernement, c'est d'avoir le courage de porter les réformes et de faire le bonheur des populations malgré elles et laisser les générations futures juger. Si on n'a pas cet engagement, c'est difficile de faire avancer un pays et c'est cet engagement que le gouvernement du Sénégal essaie d'avoir. Des réformes donc, c'est l'ambition du PSE? Une ambition qui a été révisée, que d'autres trouvent même que le plan sénégalais n'est pas assez ambitieux, mais je reviendrai tout à l'heure. Et donc c'est pour dire que pour corriger notre trajectoire de pauvreté, qui en 1960 nous donnait $630 par personne, par tête d'habitant, vous le comparez en chiffre de 2010, pour rester sur les 50 ans, vous avez $535. C'est vrai que le dollar a beaucoup évolué, mais à dollar constant de 2010, d'après les analyses que nous avons. Et souvent les chiffres que je donne, vous les retrouvez dans l'information, vous l'avez dit, est disponible. Vous allez sur le site de la DPE ou de l'ANSD, vous avez tous ces chiffres. Je les tire de là-bas comme vous, ou bien des rapports naturellement qui nous envoient, parce que c'est des services qui sont sous notre tutelle et qui l'étaient comme l'ANSD jusqu'il y a 6 mois. Donc, on peut avoir accès à cette information. Donc, à dollar constant, le niveau de vie des populations, au mieux, il a stagné, au pire, il a baissé. Il y en a qui disent qu'il a baissé, d'autres qu'il a stagné. Bref, en tout cas, il n'a pas évolué. Il n'a pas beaucoup évolué. Il n'a pas beaucoup évolué, ce qui pose de façon cruciale le problème de la pauvreté, voire de l'extrême pauvreté dans notre pays. Vous n'avez pas besoin d'analyse pour constater la pauvreté. Moi qui suis du monde rural, j'étais présent ce week-end à Dagana. Donc on n'a pas besoin de schéma, de discours pour connaître le niveau de pauvreté de nos populations. Et c'est pour ça, la dernière fois, j'expliquais que faire un bilan économique à 2 ans, les gens peuvent estimer que c'est trop court, parce que l'horizon du développement, c'est un horizon de long terme, parfois de très long terme. Mais refuser d'expliquer aux populations où est-ce que vous en êtes, c'est impossible. Il faut s'arrêter même tous les 3 mois ou tous les 6 mois, chaque année au grand maxi, pour expliquer aux populations où est-ce que l'État en est en termes de mise en œuvre des politiques pour justement lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités et tirer un maximum de Sénégalais vers le milieu de la classe moyenne, qui n'existe presque pas dans ce pays, parce qu'on a les deux extrémités dans notre configuration. Mais sinon, parce que celui qui est malade, qui est à l'hôpital, qui ne peut pas payer son ordonnance, celui-là, il ne peut pas comprendre qu'on lui dise que 2 ans c'est court, on ne peut pas avoir de résultats en 2 ans. Il ne peut pas. Celui qui a faim ou qui dort dans l'obscurité, on ne peut pas lui expliquer cela. Donc il faut s'arrêter et leur expliquer. Donc bref. Mais pourquoi après 54 ans d'indépendance, le Sénégal est encore pauvre? On n'a pas beaucoup avancé en termes de croissance, ce qui fait qu'aujourd'hui, 54 ans après, nous sommes encore avec un taux de pauvreté de 50%, quasiment. Certains disent 48, disons 50. Et c'est ça qui fait dire que le Sénégal est une société quasi duale, cassée en 2. Ça, c'est important de le retenir, parce que toutes les perspectives après qui doivent se dessiner doivent tenir compte de cela. C'est comme s'il y avait une ligne qui passe entre un Sénégal d'en haut et un autre qui est carrément en bas. Les Sénégalais des villes contre ceux des campagnes, c'est du 50-50, informel contre l'informel. Le secteur informel produit plus de 50% de la richesse de ce pays. 60% en dehors des emplois agricoles sont produits par le secteur informel. Vous avez la moitié des Sénégalais qui sont dans l'obscurité, qui n'ont pas accès à l'électricité, surtout ceux qui sont dans les campagnes. D'où la nécessité d'avoir des politiques d'électrification rurale, comme le gouvernement vient de le lancer justement pour près de 16 milliards, très agressives. Parce qu'au moment où on se plaint des délestages, ce qui est un gros problème, ça s'est amélioré soit dit en passant, vous avez des Sénégalais qui s'éclairent encore à la bougie. Nous sommes une moitié d'hommes, une moitié de femmes. Il n'y a qu'au niveau des jeunes, de la population jeune, où l'écart se creuse en faveur des jeunes. Vous avez sur les 13 millions de Sénégalais à peu près, 8 millions qui ont moins de 25 ans. Donc ça, c'est des chiffres qui vous disent tout de suite que nous avons une population extrêmement jeune et donc des besoins en éducation, en formation et en termes d'emploi qui sont énormes.
et que le niveau de production de richesse actuellement du Sénégal ne peut pas satisfaire ses besoins. Pourquoi ? Parce qu'au moment où cette population croît très vite et est très jeune, à 2,7%, 2,9% de croissance démographique du certain, la richesse arrive à peine à croître, à atteindre 3%, 4% depuis l'indépendance, en moyenne, je dis, si vous faites la moyenne. On n'a pas pu produire une moyenne de 4% de croissance depuis l'indépendance. Il n'y a que la période entre 1995 et 2005, avec la dévaluation, où on était presque obligé de faire des réformes très hardies pour pouvoir supporter le choc de la dévaluation. Où là, vraiment, nous avons fait beaucoup de réformes. Vous vous souvenez des fameux plans qui ont été mis en œuvre à l'époque. Et donc, cela nous a permis d'avoir 4,5% de moyenne de croissance entre 1995 et 2005. Mais après, ça a commencé à décliner. En 2011, le taux de croissance du Sénégal était de 2,1%. Donc c'est dire que le niveau de production de richesse est très faible. Et le budget dans la création de la richesse ? Le budget n'est que l'instrument de mise en œuvre de la politique. C'est le seul instrument de politique économique dont nous disposons. Parce que traditionnellement, dans un pays, vous n'avez que deux instruments. Vous avez l'instrument monétaire qui vous permet de faire des ajustements. Vous avez votre banque centrale, comme les Américains. Vous jouez sur les taux de change pour alimenter l'économie, ou bien sur la planche à billets pour injecter de la liquidité, ce que tous les pays qui détiennent leurs instruments monétaires font très souvent. C'est pour ça que vous avez des monnaies évaluées. Vous suivez le débat entre le yuan et le dollar. On estime que la Chine devrait un peu relever le taux de sa monnaie pour permettre à son économie d'être moins agressive. Bon, les Américains, vous connaissez toute la probabilité qu'il y a. Aux États-Unis d'Amérique, quand le directeur de la réserve fédérale parle, tout le monde arrête de respirer. Parce que les mots qu'il prononce dépendent de l'économie, non seulement des États-Unis, mais de l'économie du monde, parce que l'économie des États-Unis d'Amérique est la première économie du monde à ce jour. Mais monsieur le ministre, pourquoi le Sénégal ne crée pas sa propre monnaie ? Mais nous sommes dans une dynamique d'intégration par rapport à la monnaie, avec le franc CFA, qui est géré par notre institut d'émission, institut qui est pour les 14 pays de la zone franc. Donc nous sommes dans la partie EMOA avec 7 autres pays. Et donc le franc CFA, nous ne le contrôlons pas comme monnaie. C'est la BCEAO qui gère la monnaie, donc ce qui réduit notre marge de manœuvre. Donc c'est vrai qu'il y a des discussions au niveau de la BCEAO. Les États peuvent se prononcer, arriver à des politiques consensuelles. Actuellement, les taux directeurs de la BCEAO sont très bas pour financer l'économie, ça c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives au niveau de la BCEAO et de l'UEMOA qui sont prises pour aider au refinancement. Tous les emprunts obligataires sont refinançables au niveau de la BCEAO. C'est ce qui permet aux différentes banques d'intervenir parce qu'ils savent que la BCEAO peut racheter et donc c'est une garantie. C'est ça qui fait que souvent les emprunts ne posent pas de problème. Donc la BCEAO fait beaucoup d'efforts au niveau de la politique monétaire, mais vous connaissez le débat, c'est pas à moi de l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir. La monnaie est une question très sensible pour tout le monde et surtout pour les autorités gouvernementales que nous sommes. Mais c'est un débat, il y en a qui estiment que le franc CFA doit être dans un panier de monnaie, d'autres que nous devons aller vers une monnaie locale. Bon, ils nous disent que la Gambie a sa monnaie, la Mauritanie a sa monnaie. Je vous donne des exemples comme ça. Les gens sont des personnes de bon sens, les Sénégalais. Donc chacun y va de son analyse. Mais en tout cas, l'option aujourd'hui du gouvernement, c'est cette gestion communautaire de la monnaie. Nous sommes dans cette dynamique et nous travaillons avec les autres pays à renforcer notre position. Et pourquoi aujourd'hui l'arrimage à l'euro pose problème à certains? Aujourd'hui l'euro est en train de monter. Ce qui rend difficile un peu nos exportations. Mais parallèlement, ça favorise nos importations hors Union européenne. Si nous importons hors Union européenne aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher. Parce que l'euro est en train de monter et c'est l'euro qui, sur le marché international, c'est l'euro qui nous sert de monnaie d'échange. Parce que le franc CFA est arrimé à l'euro suivant une parité qui est fixe. Donc quand on achète sur l'international, nous achetons en euros. Et comme l'euro est monté très haut par rapport au dollar, si vous êtes sur un marché de dollars, vous gagnez. Mais par contre, si vous voulez exporter, comme l'euro coûte cher et que les exportations sont facturées en euros, ça paralyse un peu les exportations. Mais bref, comme nous ne gérons pas de façon quotidienne cet instrument, nous ne disposons que de l'instrument budgétaire pour piloter notre économie. Comment se passe l'élaboration du budget? L'élaboration du budget est un exercice à la fois politique. C'est ça d'abord un exercice économique, mais c'est un exercice éminemment politique. C'est un exercice éminemment politique parce que c'est le budget qui traduit la vision et les engagements du président de la République qui, de par la Constitution, détermine la politique de la nation. Article 42 de la Constitution du Sénégal qui le dit. Et donc, cet exercice a déjà commencé pour 2015 au moment où je vous parle. Parce que c'est au mois d'avril déjà que nous commençons à faire les premières conférences autour des budgets économiques pour déterminer les grandes masses avant de pouvoir faire les premières annonces d'enveloppe, faire des conférences budgétaires, faire des arbitrages au niveau du ministère de l'économie et des finances avec les différents gestionnaires des ministères, porter l'arbitrage au niveau de la primature et enfin au niveau du président
de la République qui fait le dernier arbitrage avant d'envoyer la loi de finances vers le mois de septembre à l'Assemblée, le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Mais cet exercice budgétaire commence par le cadrage macroéconomique. Valeur ajoutée, Khalifa Al-Koulibaly, Mohamedou Makhtar Cissé, ministre délégué chargé du budget. Monsieur Cissé, qu'est-ce que le cadrage macroéconomique? À partir de ces recettes fiscales maintenant qui seront générées par l'économie, parce que c'est l'économie qui sécrète les recettes. C'est à partir de ces recettes qui sont sécrétées justement, parce que quand le taux de croissance augmente, forcément les recettes augmentent. Parce que si le taux de croissance augmente, ça veut dire que les unités économiques ont produit de la richesse, et de cette production de richesse, il y a un pourcentage qui revient à l'État en impôts et taxes. Et c'est ces impôts et taxes qui permettent d'avoir une projection de recettes qui détermine maintenant le cadrage budgétaire. Donc on part du cadrage macroéconomique pour arriver au cadrage budgétaire. Et le cadrage budgétaire, pour faire simple, c'est un jeu d'équilibre. Parce que le budget doit être présenté en équilibre entre les ressources et les dépenses. Ça, c'est la loi organique également qui le dit. C'est une obligation légale. On ne doit pas le présenter en déséquilibre. Donc, ce cadrage budgétaire, c'est un jeu d'équilibre, je disais. Pourquoi? Équilibre entre les engagements de l'État et de son chef et les ressources mobilisables. Donc, c'est un jeu de cohérence qu'il faut rechercher. Il y a d'un côté les engagements de l'État. Le président de la République a pris des engagements pour son mandat. Au cours de ces déplacements, notamment les conseils des ministres décentralisés, nous en ferons d'ailleurs un le jeudi prochain à Kédougou. Il prend des engagements nouveaux, il révise certaines positions, il révise certaines politiques. Donc il y a des engagements nouveaux qui viennent s'ajouter aux engagements anciens. Et vous mettez cela en face maintenant des ressources qui sont mobilisables. Et généralement, pour ne pas dire toujours, ces ressources mobilisables en termes de fiscalité et en termes de recettes non fiscales sont inférieures à ces engagements-là, ne permettent pas de couvrir les engagements. Ils ne permettent pas de couvrir tous les engagements. Donc forcément, il se dégage un déficit. Déficit pour 2014? Le déficit pour 2014, il est de 396 milliards. C'est-à-dire donc aujourd'hui, en 2014, entre nos recettes mobilisables au 31 décembre et les engagements de l'État qui sont inscrits dans le budget qui a été voté par l'Assemblée nationale, il se dégage un écart négatif de 396 milliards. Mais ce déficit ne dépend pas également de nous. Il ne dépend pas de nous en ce sens que son taux est négocié avec les bailleurs de fonds, le Fonds monétaire international en l'occurrence. Donc des réformes imposées par FMI? Le FMI ne nous impose rien du tout. Ça, je le dirai toujours. Il ne nous impose rien du tout. À la limite, on se parle entre nous, on est responsable, je l'ai dit au début. C'est des choses que nous aurions dû faire par nous-mêmes. Qu'on aurait dû avoir le courage de... Quand la FMI nous dit que le coût de l'électricité doit baisser, soit vous réformez la Sénélec en profondeur, etc., pour avoir des coûts qui baissent, avoir un plan de production crédible, réaliste, soit vous laissez le marché administrer les prix parce que vous ne pouvez pas continuer à subventionner, parce que le coût de la subvention est très élevé, il n'est pas supportable par votre pays, par vos finances publiques, parce que vous risquez d'entrer après dans un cycle d'endettement et de surendettement. Ça, c'est des propos raisonnables que nous pouvons analyser, accepter ou ne pas accepter. Mais voilà, il faut améliorer l'environnement des affaires, il faut réformer la douane, il faut réformer les impôts. Et toutes les réformes fiscales que nous avons eu à faire au niveau fiscalité intérieure avec le nouveau code général des impôts, comme avec le code des douanes, tout l'effort de modernisation qui a été fait au niveau de ces administrations, notamment fiscales, a été encadré par le Fonds monétaire international, qui ne donne pas de ressources financières, mais envoie de l'expertise, des missions d'encadrement, comme il l'appelle des missions d'assistance technique, qui permettent, par exemple, quand on faisait le code des douanes, que je connais très bien, nous avions obtenu une mission du Fonds monétaire international qui a séjourné au Sénégal, qui a relu le code, le projet de code, qui nous a fait des suggestions, des observations, qui nous ont permis d'améliorer le code par rapport aux objectifs qui étaient poursuivis. Donc c'est dire que vraiment c'est un partenariat entre une institution qui est la nôtre, parce que nous sommes membres du Fonds monétaire, et notre pays, et qu'on n'est plus à l'ère des politiques d'ajustement où c'était directif, où il y avait c'était directif parce que le FMI mettait des ressources financières sur la table. Mais là, ce n'est plus le cas. Ah bon? L'instrument de soutien à la politique économique, c'est un instrument d'encadrement et de conseil. Et justement, nous terminons ce programme en décembre et le gouvernement va apprécier, le président de la République prendra une décision pour savoir si on va continuer ou bien si on va aller vers une autre forme de collaboration avec le Fonds monétaire, parce qu'il y a une forme même adoucie encore par rapport à l'ISPE, qui est la forme de consultation et de concertation périodique tout simplement pour faire des points. Où le FMI joue vraiment dans ce type de formule son rôle de conseil économique du gouvernement du Sénégal et pas plus. Il n'y aura pas ces revues périodiques avec un mémorandum, avec des réformes structurelles qu'il faut respecter, etc., etc. Et pourquoi cela est important de le dire? Dans le monde tel qu'il est organisé, parce que ce n'est pas nous qui définissons les règles malheureusement. Quel est donc le rôle du FMI? Quand un investisseur, qu'il soit public ou privé, veut intervenir dans un pays,
qui n'a pas beaucoup de ressources, qui présente un certain niveau de risque, comme le nôtre, comme tous les pays émergents ou en voie d'émergence, ce bailleur, il s'adresse au FMI pour lui demander un avis. Il dit, est-ce que moi je peux investir au Sénégal? Quel est le niveau de risque dans ce pays? Si le FMI donne un signal positif, le bailleur, bien. Si le signal est négatif, le bailleur n'intervient pas. Et c'est valable pour la Banque mondiale. Ces institutions fonctionnent comme des instituts de notation par rapport aux bailleurs qui veulent intervenir dans nos pays. Donc ceux qui pensent qu'il faut déchirer les documents du FMI, qu'il ne faut pas leur parler, qu'il faut prendre notre autonomie, encore faudrait-il avoir les moyens de sa politique. Si nous avions les ressources en interne qui nous permettent de financer notre développement, on n'aurait pas besoin de ces institutions-là. Mais même les pays développés, les puissances, vous avez suivi l'actualité en Europe, le FMI est intervenu dans tous les pays européens autour des programmes de relance suite à la crise de 2008 notamment. Donc même ces pays, comme l'Italie, qui est les économies les plus dynamiques de l'Europe, la 6e, je crois, ou la 7e, la France qui est la 5e économie, je ne parle pas de la Grèce et de la Roumanie. Donc le FMI intervient dans ces pays, donc je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas ce type de rapport. L'essentiel, c'est que nous sachions ce que nous voulons et que nous ayons un rapport de partenariat gagnant-gagnant avec ces institutions qui sont vénérables et qui nous assistent beaucoup en termes de conseil et de production intellectuelle. C'est le même rapport, quand je parle de FMI, c'est la Banque mondiale, c'est des sœurs jumelles. Donc voilà pour parler du budget. Et ce niveau de déficit dans tout ça? Donc ce niveau de déficit, il doit être calculé de sorte à permettre à l'économie de fonctionner. Et c'est un débat. Il y en a qui disent qu'il faut creuser ce déficit. Creuser ce déficit, parce que ce déficit, il faut le financer. Et on va tout mélanger, parce que tout se mélange en économie, tout se tient. Par exemple, ceux qui disent que le plan Sénégal émergent n'est pas assez ambitieux, posez-leur une seule question. Je suis d'accord qu'il ne veut pas de croissance à 2 chiffres. Qui va dire non? Mais ça ne se décrète pas. Moi, celui qui me dit ça, je lui dis comment je finance. Parce que pour avoir la croissance, il faut financer l'économie. Pour financer l'économie, il faut avoir les ressources. Où est-ce que je vais aller chercher les ressources pour financer une économie qui va me porter à 2 chiffres de croissance? Celui qui donne la réponse, on lui donne les clés. Celui-là, il va faire notre bonheur. C'est sûr. Celui qui donne cette réponse, on lui donne les clés. Moi, je lui donne en tout cas ma part. Je dis, vous avez une solution que moi, je ne connais pas. C'est vous qui méritez de conduire ça. Mais c'est pourquoi vous dites ça? Parce que ça ne se décrète pas. Si vous voulez faire de la croissance, il faut que l'activité économique tourne. Cette activité économique, ce n'est pas l'État, cette activité économique. C'est le secteur privé qui doit être au cœur de la stratégie. Et ce secteur privé aujourd'hui, il fait face à de multiples contraintes que vous connaissez. Et c'est ça le sens du PREAC, le programme pour l'amélioration de l'environnement des affaires, sous la direction de Madame le Premier ministre. C'est le sens de tout le débat que vous avez suivi l'année dernière autour du Dream Business. Pourquoi ce manque de moyens? Parce que les investisseurs privés évoluent dans un environnement qui ne leur paraît pas attractif. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas un niveau d'investissement qui nous permette d'obtenir les résultats souhaités. Et c'est pour ça, avant même de parler des projets du plan Sénégal émergent, il y a des mesures phares de réforme qui sont considérées comme des préalables et ces mesures ont été listées. Khadifal Koulibaly, valeur ajoutée, le ministre délégué chargé du budget, M. Mohamedou Makhtar Cissé. Monsieur Cissé, un grand débat autour du PSE. Trop d'intervenants, disent certains. Le débat ne fait que commencer. Ce débat, il faut le porter. Parce que dans le plan Sénégal émergent, vous avez la part d'investissement public que l'État va faire. Pour ça, on n'a pas besoin d'aller expliquer quoi que ce soit. Il faut le faire ici. Mais vous avez les projets en PPP, il faut les vendre. Si vous ne l'expliquez pas à l'étranger, aux bailleurs, à d'autres, ils ne viendront pas. Il faut le porter. Mais il y a également des projets qui sont purement privés. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez augmenter le niveau de productivité et de production dans l'agriculture, vous pensez que c'est l'État qui va se transformer en agriculteur? Non. L'État met le cadre, mais il faut aller chercher les investisseurs qui viendront pour prendre le risque d'investir dans notre pays. Et cela, il faut aller les chercher, il faut aller les convaincre. L'APEX doit jouer ce rôle, mais le ministère de l'économie et des finances également, qui pilote la politique économique de l'État, doit incarner ce lead et entraîner avec lui les autres structures de l'État qui travaillent pour la promotion des investissements, notamment l'APIX et le ministère du partenariat de façon générale. Donc c'est dire que le débat ne fait que commencer parce que nos projets, il faut qu'on les vulgarise, il faut qu'on les vende, parce qu'aujourd'hui si vous faisiez un test de micro-trottoir, vous dites aux Sénégalais, citez-moi 5 projets du plan Sénégal émergent, et aux Sénégalais avertis, je ne parle même pas du Sénégalais de la rue, il y en a qui vous le diront pas. Donc il faut bien qu'on vulgarise ce plan, qu'on le partage. Donc ça ne fait que commencer, donc vous allez nous accompagner probablement. Je ferai valider ça par M. le ministre de l'économie et des finances pour que vous puissiez être invités, nous accompagner dans ce travail de vulgarisation qui nous paraît extrêmement important parce qu'on parle du générique, mais le contenu
Beaucoup ne le maîtrisent pas encore et vous pouvez nous aider dans cela. D'autres aussi disent que le PSE a un plan peu ambitieux. Ceux qui estiment que nous ne sommes pas assez ambitieux, moi je voudrais juste, sans polémique, vraiment qu'on nous dise comment financer. Si on nous dit comment financer, parce que moi je lis la presse comme vous et souvent je vois des argumentaires auxquels on peut répondre point par point, mais nous, notre rôle, c'est pas de polémiquer, c'est de dire ce que nous faisons avant qu'on nous dise ce que nous ne faisons pas. Revenons au déficit de 396 milliards. Donc ce niveau de déficit aujourd'hui 396, mais il a évolué parce qu'il était de 406 l'année dernière en 2013, il était de 420 en 2012, donc ça veut dire que progressivement nous devons le réduire et l'objectif, en tout cas c'était l'option de politique économique de l'État, en accord avec le Fonds monétaire international, ça fait partie des cibles du programme que nous avons avec le FMI, c'est l'un des points que le FMI surveille le plus. Qui plus est, nous sommes également dans un environnement communautaire avec les pays de l'UEMOA qui fixent dans le cadre des critères de convergence une cible de déficit que nous n'atteindrons pas dans le cadre de l'UEMOA parce que ça doit être à l'équilibre et ça nous ne pouvons pas l'atteindre. Forcément, nous avons un déficit de 396 milliards, je vous l'ai dit, en 2014. Et le plan Sénégal émergent est venu d'ailleurs corriger cela parce que si nous mettons en œuvre les nouveaux projets, on sera obligé de réviser ce taux de déficit tout en contrôlant notre endettement. Et vous voyez que tout est lié. Parce que pour financer ce déficit, il faut aller s'endetter. Et maintenant, comment s'endetter? C'est ça l'objet de la stratégie d'endettement à moyen et long terme de l'État. Alors, comment s'endetter? C'est comme dans une famille. Vous avez des ressources qui sont limitées, vous avez des besoins qui sont peut-être pas limités, mais en tout cas qui sont beaucoup plus importants que vos ressources. Qu'est-ce que vous faites? Tout est prioritaire. Entre la santé, ce que vous devez manger, l'éducation de vos enfants, tout est prioritaire. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une hiérarchie des priorités. Vous faites une hiérarchie des priorités. D'habitude, à la fin du mois, vous dites, bon, d'ailleurs, ceux qui sont à location, il faut qu'ils arbitrent entre le loyer et la nourriture. Et naturellement, ils disent, souvent c'est le bailleur qui attend. Il faut que je règle d'abord mon sac de riz. Ensuite, j'avance quelque chose au bailleur. Bon, si je peux mettre un peu dans la facture d'électricité pour qu'on ne me coupe pas, j'avance 10 000 francs à la Sénélec. C'est cette gymnastique-là que le père de famille fait, que l'État fait, peut-être à un niveau macro. Donc, au moment de l'élaboration du budget, tout est prioritaire. Et on n'a pas toutes les ressources. Donc, on est obligé d'hiérarchiser les priorités. En mettant de côté les dépenses qui sont incompressibles, c'est ce que vous appelez les services votés. C'est ce qui a permis à l'État l'année d'avant de fonctionner. Ça, au moins, on le sécurise. On dit, l'année dernière, l'État a pu fonctionner pour 600 milliards, répartis entre les différents ministères et structures de l'État. Cela, on le consolide. On ne touche pas. On reconduit ce montant. Ça, c'est les services votés. Mais il y a des besoins nouveaux qui sont exprimés. C'est les mesures nouvelles. Et l'arbitrage au niveau budgétaire se fait au niveau des mesures nouvelles. Mais les services votés, c'est ce qui est acquis. C'est exactement ce qui est acquis. C'est ce qui nous a permis l'année d'avant de fonctionner. Au moins, on le consolide. Parce que si on ne l'a pas, ça veut dire on ne cherche même pas à améliorer le fonctionnement, mais on ne pourra pas fonctionner. Parce que c'est exactement ce qui nous a permis l'année dernière d'acheter le carburant, d'acheter les consommables, de faire tourner la machine État. Donc forcément, cela, il faut le sécuriser. Ensuite, arbitrer au niveau des mesures nouvelles. Et les mesures nouvelles, il y a toujours un arbitrage. Comment se passe cet arbitrage? À la demande des différents services de l'État, mais également sur la base des engagements que le président de la République prend à l'occasion de ces rencontres avec les populations. Et quand nous avons fini de faire cet arbitrage, c'est cela qui donne le projet, où la contrainte principale, je l'ai dit, c'est le manque de ressources. Il faut faire l'arbitrage par rapport au déficit, sur le financement du déficit. Et comme nous avons un niveau d'endettement que nous ne devons pas dépasser de par les engagements que nous avons souscrits, mais volontairement, parce que la soutenabilité de la dette, on en parle, la viabilité de la dette, on en parle. Mais pour faire de l'économie simple. Excusez-moi, M. Cissé, avant d'avancer, qu'est-ce que la soutenabilité de la dette? La soutenabilité de la dette, c'est tout simplement le rapport entre la dette et les ressources sur le long terme, et les ressources qui sont mobilisables pour permettre d'honorer cette dette-là. Parce qu'aujourd'hui, le défi majeur, c'est la mobilisation des ressources à l'intérieur. C'est ça le principal défi en termes budgétaires et économiques. Parce que tous les projets que nous voulons exécuter, tous les investisseurs privés que nous voulons attirer, tous les bailleurs de fonds que nous voulons attirer dans notre pays, ils regardent notre capacité à rembourser. Et notre capacité à rembourser dépend de la mobilisation de nos recettes fiscales. Et donc ceux qui pensent qu'il n'y a pas assez d'ambition, qu'on aurait dû faire plus, qu'on aurait dû creuser le déficit, mais il faut avoir la garantie de pouvoir rembourser. C'est pas, vous ne prêtez pas vous-même, c'est quelqu'un, un tiers qui vous prête. Et ce tiers pour vous prêter, il regarde votre capacité à le rembourser.
Ils regardent votre capacité à le rembourser. Et aujourd'hui, si les bailleurs se sont engagés dans le plan Sénégal émergent, qui viennent s'ajouter aux 2056 milliards qui étaient déjà des engagements en cours. Donc si les bailleurs acceptent de s'engager sur 4 ans, 5 ans pour plus de 5 000 milliards au Sénégal, ce n'est pas la Croix-Rouge. Ils ont analysé leurs ressources, ils ont fait des projections et ils se rendent compte que s'il ne se passe pas de choc particulier, s'il n'y a pas de crise extraordinaire majeure, ce seraient des cas de force majeure, nous pourrons rembourser. Sinon, la banque ne va pas vous les prêter parce qu'il va dire mais lui, il est fonctionnaire, il est ceci, il est cela, il ne pourra pas me rembourser avant la fin de sa carrière, donc non, je peux lui prêter 30 millions, parce que ça, il peut le rembourser. C'est comme ça. Les bailleurs, avec nos États, c'est pareil. Ils disent que l'État du Sénégal, par rapport à son niveau de développement, par rapport à l'évolution de son économie, si nous lui prêtons X milliards, il pourra rembourser, on lui donne, parce qu'eux aussi ils cherchent de la rentabilité, ils cherchent à faire des placements. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'argent de leurs contribuables. C'est l'argent de leurs contribuables et les opinions publiques européennes et américaines, occidentales de façon générale, sont très très sensibles, vous le savez, aux dépenses publiques. Ça, c'est le grand débat. Vous avez suivi chez nos cousins français récemment. Ça, c'est le grand débat dans tous les pays. Donc, ces bailleurs ne peuvent pas se permettre de mettre l'argent public de leurs contribuables ou jeter ça comme ça dans des projets. Non. S'ils le font, c'est parce que ces projets sont sérieux. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont analysé. Et le plan Sénégal émergent qui a été élaboré et adopté est passé entre les grilles du FMI, de la Banque mondiale, du PNUD, de l'OCDE, de l'Union européenne. Ils l'ont lu, ils l'ont relu. Ils ont dit c'est un bon plan. Et vous avez entendu récemment Mme Angela Merkel, bon, même au Sénégal on dit qu'Allemand du Tchahan, dire que c'est un bon plan. Donc, vraiment, le débat n'est pas le plan, c'est la mise en œuvre. Quelle est la stratégie d'endettement du Sénégal? La stratégie d'endettement, elle est capitale. Et aujourd'hui, c'est vraiment un débat. C'est aujourd'hui un débat. Nous estimons peut-être, ou en tout cas on pourrait estimer, compte tenu des nouvelles priorités de l'État, nous venons de lancer un nouveau plan de développement économique et social, qui est aujourd'hui le référentiel unique, qui fait la fusion de tous les documents de politique économique, de planification économique que nous avons et qui étaient en cours. Parce que les documents de stratégie de réduction de la pauvreté étaient en cours, avec des cibles sur les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Nous avons également la SCA et ses grades de production qui est également en œuvre. La SNDS était déjà en cours, mais ces différents documents ont été fusionnés en un seul, qui est le plan Sénégal émergent, qui est le référentiel unique. Et quand vous prenez axe par axe, vous retrouvez ces différentes politiques là-dedans. Par exemple, vous prenez la SCA, vous retrouvez ça au niveau de la production de la richesse et de la croissance. Parce que le premier axe du plan Sénégal émergent, quand on a fait l'analyse, le diagnostic, le niveau de pauvreté, la jeunesse de notre population, le taux de croissance qui est très faible, qui ne permet même pas de satisfaire les besoins de la population, parce que l'accroissement démographique absorbe cette richesse très facilement, les techniciens se sont dit, il faut restructurer notre économie, trouver de nouveaux moteurs, parce que les anciens moteurs sont essoufflés. C'est ça, donc ça paraît logique. Donc soit c'est le statut quo, on continue à faire du 3%, 4%, 5%, on ne sera jamais émergent, on ne va jamais... Et ne pas être émergent, c'est ne pas diminuer la pauvreté de façon sensible. C'est ça le débat, ce n'est pas des concepts universitaires aériens. Le but de l'opération, c'est de tirer le maximum de Sénégalais de la pauvreté, de la précarité et certains même de l'extrême pauvreté. C'est ça le débat. Et à 3%, 4%, on ne peut pas, on ne pourra pas. On va continuer à gérer des tensions sociales à l'infini jusqu'à ce que notre société soit au bord de l'explosion ou de l'implosion. Et ça, aucun responsable ne peut le tolérer. Donc il faut prendre le risque d'innover, de faire quelque chose de nouveau. Et c'est ce que le président de la République a fait avec le plan Sénégal émergent. Et on dit que ce n'est pas ambitieux. Ils disent que la SNDS était meilleure. Mais la SNDS c'était 5% de croissance. C'est même contradictoire. Ils disent que la SNDS était meilleure, le plan n'est pas ambitieux. On aurait dû faire 10% de croissance parce que la Côte d'Ivoire est à 8%, tel pays à 9%. Mais pourquoi pas comme ces pays? Ok, il faut se comparer aux autres pour avancer, c'est important. Mais également, il faut partir de ces réalités. Parce que mieux vaut être dans le réalisme plutôt que de pécher par un optimisme béat qui fera qu'on va vendre du rêve aux populations. Mieux vaut leur dire la vérité. On ne peut pas accélérer subitement notre niveau de développement. Il faut y aller par étapes. Et donc, après l'analyse de notre économie, le premier axe, c'était ça, restructurer, produire de nouveaux moteurs. Parce que les moteurs anciens sont essoufflés. Essoufflés? Quand on le dit en termes simples, c'est quoi? Qu'est-ce qui a porté l'économie du Sénégal jusqu'à maintenant? Et qui continue d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore réussi la restructuration. C'est les télécoms. C'est les télécoms et les services financiers. À 70%, l'économie du Sénégal est tirée par les services. Nous sommes une économie de services.
C'est ça le paradoxe. Nous sommes un pays rural, avec une population rurale de plus de 60%, mais pourtant c'est les services qui tirent notre économie. Et vous savez, les services ne sont pas exportables. Parallèlement, nous importons tout ce qui est alimentaire pour nourrir la population, pratiquement tout. Nous importons le riz, nous importons une bonne partie de l'huile et de tout ce qui accompagne l'alimentation des populations. Donc la facture alimentaire du Sénégal est très lourde. Donc rien de plus normal qu'on ait une balance commerciale de façon chronique déficitaire. Parce que ce que nous produisons le plus, nous ne pouvons pas l'exporter, c'est les services. Et tout ce dont nous avons besoin, nous l'importons pratiquement. Que faire donc? Analyse simple, il faut restructurer l'économie pour avoir des moteurs d'exportation qui permettent de produire de la richesse pour le Sénégal, mais également d'exporter. Mais ne pas oublier également le volet qui est important, qui est le volet social. Et donc il faut avoir des moteurs d'inclusion sociale, lancer des politiques qui permettent déjà de soulager les populations qui sont dans la pauvreté, voire dans l'extrême pauvreté, en mettant justement, et ça, qu'est-ce qui peut nous permettre de le réussir? C'est l'agriculture. L'agriculture. Dans ce pays, il n'y a que l'agriculture qui peut nous permettre, ici et maintenant, de réduire la fracture sociale. Parce que c'est la réalité qui gouverne. Et plus de 60% de nos populations sont dans le monde rural. Et j'aime bien ma formule, j'en suis très fier. On ne peut pas s'appeler le Sénégal, donc porter le nom d'un fleuve, avoir des terres et importer du riz. Voilà, ça, moi je trouve que c'est pas cohérent. Le Sénégal, c'est le nom d'un fleuve quand même. Il faut qu'on mette en valeur ce potentiel. Le potentiel est là, il faut qu'on le mette en valeur pour pouvoir nourrir notre population. Donc vous avez le schéma, l'axe 1 du Sénégal émergent, tiens. Tout le monde sait que nous avons un potentiel touristique, mais il ne produit pas assez de richesse. Tout le monde sait que nous avons un potentiel minier, pourtant nous ne sommes pas un pays minier. Voilà ce que dit le PSE. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en œuvre à travers des plans. Tout le monde sait que la position de Dakar en fait un centre médical et un centre universitaire de référence. Jusqu'à date, et encore, l'université de Dakar accueille même des pays, des étudiants des pays qui sont plus en avance sur nous, comme le Maroc, au niveau de la faculté de médecine. Ça, c'est la réalité ou pas? Oui, vraiment. Ça veut dire qu'on a un potentiel intellectuel, universitaire, et c'est pour ça qu'il y a un projet dans le Sénégal émergent qui s'appelle Dakar Campus. Vous avez le Dakar Medical Center également, parce que l'hôpital principal, avec ses lacunes, accueille presque tous les malades VIP de la sous-région. Donc ça veut dire que malgré nos lacunes, le potentiel est là, de par la capacité de nos techniciens, de nos professeurs, de nos chercheurs, etc. Et donc c'est en faisant cette analyse qu'on a dit on va créer de nouveaux moteurs, mettre sur la table de nouveaux projets qui nous permettront de produire de la richesse justement pour accéder du PSE, alimenter le capital humain encore, parce qu'il faut toujours alimenter le capital humain, parce que sans développement du capital humain, vous n'avez pas de développement économique, mais également veiller sur le développement durable et la protection sociale, et c'est tous ces mécanismes que vous avez dans le budget. Et la dernière fois, j'avais énuméré devant certains de vos confrères 150 milliards de dépenses sociales, rien que dans le budget qui est actuellement en cours d'exécution. Et j'expliquais que le niveau de pauvreté est élevé, la vie coûte cher, certes, moi je l'accepte, parce que je connais mon pays, les gens ils sont dans la souffrance, dans la difficulté, mais il faut qu'on leur parle également des efforts de l'État. Les efforts de l'État? L'électricité, vous comme moi, vous tous, vous pensez qu'il est cher. Le gouvernement le pense. Tout le monde pense qu'il est cher. C'est pour ça que nous travaillons pour réduire les coûts. Et pour réduire les coûts, il faut augmenter le niveau de production. Il faut produire plus pour pouvoir vendre moins cher. Mais l'État a mis en 2013 80 milliards de subventions. C'est-à-dire une partie de nos factures a été payée par l'État en 2013. Sinon, ce serait encore plus cher. Ça, il faut qu'on l'explique également. Le gaz, vous, tout ce que vous achetez au quotidien, vous trouvez qu'il est cher. Mais nous avons mis 12 milliards de subventions dans le gaz pour qu'il coûte moins cher. Les prix à la pompe, vous achetez le carburant tous les jours. Vous avez vu que depuis octobre 2012, les prix n'ont pas bougé et pourtant le baril a monté. Cet effort de stabilisation est supporté par le budget de l'État. Et c'est là où on a le débat avec le Fonds monétaire, etc. Donc, quelque part, vous prenez des directives du FMI? Contrairement à ce que les gens font, on ne les écoute pas toujours. Si on les écoutait, on aurait lâché les prix, parce que toutes ces institutions, avec leur approche, pensent que c'est le marché qui doit administrer. Mais nous, si nous le faisons, nous estimons que nous ne protégeons pas assez les Sénégalais, nous ne les aidons pas assez, ils sont déjà assez fatigués, et que l'État a un devoir de soutien à l'égard de ces Sénégalais qui ont un problème de pouvoir d'achat. Et le problème du pouvoir d'achat, ce n'est pas la vie qui est chère, comme je dis, c'est les moyens qui manquent. Parce que le taux de dépendance est élevé. Vous avez 2,6 millions de Sénégalais qui travaillent et qui supportent les 10 millions de Sénégalais. Donc c'est après 3 millions de Sénégalais, si vous voulez, qui travaillent et qui supportent les 10 autres millions de Sénégalais. Le taux de dépendance est extrêmement élevé.
C'est ça la difficulté. Vous êtes dans une famille de 10, c'est la moyenne des ménages sénégalais, où il y a un seul salaire, et souvent pas un gros salaire, qui supporte toute la famille. Le jour où vous aurez 2 emplois supplémentaires dans cette famille, mais ils sentiront que des améliorations dans le panier de la ménagère. Donc la problématique centrale demeure la création de l'emploi. Et c'est pour ça le principal indicateur du plan Sénégal émergent, celui qui permettra de dire que nous l'avons réussi ou que nous ne l'avons pas réussi, c'est l'emploi, c'est la création d'emplois. Et s'il y a un mécanisme de suivi qui est domicilié au niveau de la présidence de la République aujourd'hui, le BOSS, c'est exactement, plus précisément pour suivre la mise en œuvre du plan et surveiller cet indicateur qui va impacter le vécu des Sénégalais, la création des emplois. Parce que c'est ça vraiment la clé. Il nous faut créer des emplois. Comment faire pour créer des richesses? Non, des emplois, je veux dire. Pour créer des emplois, il faut créer de la richesse. Pour créer de la richesse, il faut redynamiser notre outil de production, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit surtout dans le secteur privé. Parce que j'aurais pu vous parler du secteur secondaire, parce que nos industries sont en panne, il y a des difficultés, les grandes industries ont des problèmes, les PME qui constituent 70% de notre tissu industriel ont des problèmes, surtout d'accès au crédit, d'accès au financement. Mais bon, il faut sauver ce pays et pour ça il faut travailler, il ne faut pas parler, polémiquer. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce pays sera construit par des hommes. Les routes doivent avoir des noms, les ponts porter des noms. Il faut qu'on célèbre les Sénégalais qui essaient de faire quelque chose, c'est comme ça qu'on va développer le pays. Comment faire connaître aux populations le PSE? C'est l'appropriation et la vulgarisation du PSE. Ça, c'est fondamental. Et justement, si je suis là aujourd'hui, je suis dans cet exercice. Mais au préalable, ce que je voudrais dire, c'est que le PSE, c'est vrai, l'affaire du gouvernement, du président de la République qui l'a initié, mais ce n'est pas son plan, c'est le plan des Sénégalais. Et donc le gouvernement est un collectif, et c'est à ce niveau d'abord que ça se joue. C'est une équipe soudée, déterminée, et c'est ensemble qu'il devra piloter le plan Sénégal émergent, y compris la nouvelle structure qui a été créée, qui est le Delivery Unit, le BOSS. Parce que ce qui le justifie, c'est que il faut d'abord que le gouvernement joue en équipe. Ça, c'est fondamental. Le défi du développement, il est tellement important que si vous n'avez pas une équipe soudée, organisée, vous ne pouvez pas le relever. D'où donc le Delivery Unit? Le Delivery Unit, ce qui le justifie, tout le monde est d'accord, vous l'avez souvent souligné, vous l'avez souvent dit, je l'ai beaucoup entendu en tout cas moi, que le Sénégal a toujours eu beaucoup de plans, de bons plans même, mais qui ont toujours péché au niveau de la mise en œuvre. Le président de la République a dit, moi je suis le responsable, c'est moi qui détermine la politique de la nation, c'est moi que les Sénégalais ont élu, c'est à moi qu'on va demander des comptes à la fin de mon mandat. Je crée une structure au niveau de la présidence de la République qui va me faire le suivi et l'évaluation des projets qui vont déterminer le succès du plan Sénégal émergent. Ce n'est pas une philosophie de concurrence ou de dessaisissement de qui que ce soit. Le siège de la politique économique de l'État demeure le ministère de l'économie et des finances. Ne serait-ce que, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, le seul instrument de politique économique que nous avons, il est budgétaire. C'est-à-dire tout ce que vous avez dans le PSE doit se traduire en budget. Sinon, vous ne pouvez pas l'exécuter. Vous n'avez pas le budget du Sénégal d'un côté et un plan d'un autre. Non. Parce que je n'ai pas voulu entrer dans tous les détails parce que le temps ne le permet pas. Vous l'avez beaucoup suivi. Vous avez le plan dans ces axes stratégiques qui est décliné. Premier axe, restructuration de l'économie avec de nouveaux moteurs, on en a parlé. Deuxième axe, c'est après avoir créé la richesse par le premier axe qu'il faut redistribuer au niveau du capital humain, au niveau de la protection sociale. Parce que justement, on dit l'émergence dans une société solidaire, dans un état de droit. C'est ça la vision. Et le troisième axe, c'est la gouvernance, c'est la paix, c'est la sécurité, parce que sans paix, sans sécurité, sans une bonne gouvernance, vous ne pouvez pas avoir de développement économique. Donc, c'est cohérent. Mais, vous trouvez cette cohérence, pour la mettre en œuvre, vous avez un plan d'action prioritaire, qui est le fameux PAP, qui opérationnalise justement cette vision. Et dans l'opérationnalisation de cette vision, vous avez le cadrage budgétaire. Vous avez l'alignement de la programmation sur la mobilisation des ressources. Tout ce qui a été annoncé par les bailleurs est intégré dans le cadrage budgétaire. Nous avons discuté avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et soit dit en passant, le groupe consultatif, nous l'avons organisé en partenariat avec le PNUD et la Banque mondiale. Nous ne l'avons pas fait seul. Et on a mis en cohérence nos attentes de financement avec notre cadrage macroéconomique. Mais est-ce que cela est en phase avec la stratégie d'endettement du pays? Justement, cela intègre également notre stratégie d'endettement, parce que tout est au niveau du déficit. Nous avons discuté avec le Fonds monétaire le niveau de déficit acceptable par rapport à notre stratégie d'émergence. Et quand vous parlez de déficit, vous parlez d'endettement, parce que le déficit il est financé par la dette.
Et donc, tout ce qui est endettement nouveau par rapport au PSE intègre justement ce cadrage macroéconomique. Et au moment où je vous parle, cela a été validé par le Fonds monétaire international et donc nous n'avons pas d'inquiétude. Le problème qui se pose aujourd'hui, et ça c'est ça la véritable question, moi je n'ai pas la réponse. Le président de la République tranchera le moment venu. Est-ce que le niveau de déficit actuel nous permet de réussir tous nos projets? Est-ce qu'il ne faudrait pas, comme certains le disent, creuser un peu plus ce déficit? C'est ça le débat. Mais je laisse le président de la République qui seul peut déterminer la politique de la nation le soin de répondre à cette question. S'il pose le problème, le ministre de l'économie et des finances lui donnera l'avis du ministère et après il appréciera. C'est lui qui pourra le dire et on le fera en concertation avec les bailleurs. C'est un débat qui est là, il faudra à un moment ou un autre le trancher. Mais au moment où je vous parle, il y a une parfaite cohérence entre la soutenabilité de notre dette et les engagements au niveau du PSE, parce que les 1111 milliards du secteur privé, naturellement, ne viennent pas dans la dette, parce que c'est des investissements directs étrangers. C'est des investissements directs étrangers, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour dire qu'il faut vulgariser encore ce plan, parce qu'on pense que tout est entre les mains de l'État qui va le réaliser. L'État fera sa part d'investissement public, l'État fera sa part d'investissement de 30% dans les projets en PPP, mais l'État laissera le privé financer les projets purement privés. Ceux qui vont aller cultiver le riz dans la vallée du fleuve Sénégal ou de la Lambé, ce seront les privés. Ce seront les exploitations familiales, mais également les investisseurs de l'agrobusiness. Donc tout est compartimenté et c'est cet ensemble qui nous permettra d'obtenir les résultats. Monsieur Cissé, est-ce qu'il y a cohérence avec tout le monde qui gravite autour du suivi et évaluation du PSE? Je ne note aucune incohérence, au contraire. Il y a un président de la République qui a mis à côté de lui une delivery unit chargée du suivi, qui a nommé un ministre qui siège en conseil des ministres justement pour avoir l'information, qui suit les projets et actuellement il suit particulièrement les projets phares. Il se focalise lui sur les projets phares parce que c'est ça qui fera la différence. C'est ces projets phares en termes de réforme d'abord, parce qu'il faut qu'ils suivent les réformes pour dire oui, ministère de l'énergie, vous auriez dû nous faire un plan de production, vous auriez dû réaliser telle et telle chose dans tel délai, c'est pas fait. Il rencontre au président, c'est fait, il rencontre au président. Les ministères sectoriels vont exécuter. Khadifal Koulibaly, valeur ajoutée, M. Mohamedou Makhtar Cissé, ministre délégué chargé du budget.